la bande dessinée d'anticipation ou l'art de préparer le monde de demain. Alors, par rapport au thème général du salon qui est l'espoir, on va pouvoir interroger un peu nos auteurs parce que c'est pas forcément toujours la thématique qui domine dans les récits d'anticipation et notamment dans ceux qu'on va évoquer aujourd'hui. Justement, on va peut-être commencer par vous, Serge. Donc vous n'êtes pas un spécialiste effectivement de l'anticipation. Qu'est-ce qui vous pousse par contre à avoir fait des ouvrages dans ce genre? En fait, qu'est-ce qui me pousse à écrire des histoires, quel que soit l'environnement de l'histoire. Ça marche là, vous m'entendez? Quel que soit l'environnement de l'histoire, moi ce qui m'intéresse, ce sont les personnages. Que ça soit un univers de science-fiction, un univers de mythologie grecque, un univers fantastique, un univers quotidien, c'est la problématique des personnages qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Qu'est-ce qu'ils sont en train de découvrir? Quel est leur fonctionnement? Que va-t-il se passer pour eux qui nous touche? Et ça peut se passer aussi bien dans le quotidien, dans la science-fiction, la place qu'eux trouvent dans l'univers dans lequel ils sont en train de se situer. Celui qui m'a le plus marqué, c'est Philippe K. Dick. Notamment parce que je trouve qu'il anticipe très bien ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire une sorte de décalage, de déphasement du réel dans le virtuel. Et j'ai utilisé un petit peu ça dans l'histoire de Siloé et dans Terence Trolley, qui est une sorte de redite. Et je trouve que ce que font en ce moment les grands penseurs et chefs d'entreprise, on est très proche de ce qui était alerté par des auteurs comme Philippe K. Dick, qui étaient un petit peu marginaux quand même à leur époque. Mais moi, ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est justement la thématique d'un personnage qui cherche ses origines, qui cherche sa place, et ça me parle tout à fait. Tout à fait. Alors, pour parler d'adaptation, Xavier Coste s'est aussi attaqué à une adaptation, donc avec 1984, George Orwell. Alors, adaptation, et par rapport à notre thématique, intéressant, c'est que finalement, c'est un ouvrage qui est un ouvrage d'anticipation, qui a 70 ans. Comment est-ce qu'on adapte Orwell? Alors, en plus, je crois que ça, c'est un projet qui vous tenait à cœur depuis pas mal de temps. Oui, ça me fait toujours bizarre de dire ça, mais c'est vrai que d'une certaine manière, c'est un peu le projet de ma vie. Parce que c'est un roman que j'ai découvert quand j'avais 14-15 ans. Et j'ai jamais eu une telle sensation de lecture avec un autre roman, en fait. Et la première fois que j'ai lu le roman, je visualisais déjà des images et même une bande dessinée. Et à tel point que là, ça fait 12 ans que je fais de la BD en tant qu'auteur professionnel. Mais tous les ans, je remettais le projet sur le tapis avec les éditeurs. Et le projet n'a pas pu se faire uniquement pour une question de droit, en fait. On a dû attendre que le roman rentre dans le domaine public, ce qui est arrivé cette année au 1er janvier. Je voulais vraiment rendre hommage au texte d'Orwell, conserver l'essence. Et je suis parti de la version originale en anglais que j'ai retraduite. Et par contre, visuellement, je me suis autorisé, je dirais pas un pas de côté, mais presque, parce que le propos, comme tu le disais, n'a pas vieilli, mais l'imagerie que le roman véhicule, d'une certaine manière, oui, parce que bon, forcément, le roman est sorti en 1948, mais à l'époque, il imagine un monde ouvrier et toutes les personnes sont en bleu de travail, et c'est quelque chose qui dénote par rapport à aujourd'hui, et c'est vrai que déjà sur la première page de l'album, j'ai plutôt représenté la défense à 8h du matin avec des hommes en costume cravate, et pour moi d'une certaine manière c'est aussi la tyrannie moderne, et je trouve que ça, paradoxalement, ça donne plus de force d'actualité aux propos sans le déformer, de faire ce pas de côté. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai que là on est dans une modernisation de l'image du roman tout en conservant le fond. Donc le fond, là, on est dans bon, je pense que tout le monde connaît un peu Orwell, donc on est dans vraiment l'anticipation dystopique, on est dans une dystopie qui est avant tout politique, donc c'est une dictature. Quand il l'a fait, Orwell, c'était Staline, en fait, c'était l'accusation du stalinisme. Et ça, effectivement, le fait de le moderniser dans un contexte plus contemporain, c'est vrai que ça passe mieux. Alors, Mathieu Bablé, c'est vrai que quelque part dans vos ouvrages, dans les deux derniers en tout cas, Shangri-La et Carbone et Silicium, on est dans une autre forme de dystopie, et j'ai trouvé fascinant, moi je l'ai compris comme ça, c'est une métaphore en quelques pages de l'effondrement
de la société capitaliste, insouciante et tout, qui est en train de sombrer. Et c'est un peu ça, enfin, avec différents thèmes, différentes thématiques, c'est quelque chose qu'on ressent dans tous vos albums, ça, cette espèce de projection vers ces angoisses existentielles un peu... Oui. Alors, il faut partir du principe déjà que les artistes, ce sont des éponges. Voilà, des éponges qui s'imprègnent vraiment de tout ce qu'ils voient, éprouvent et ressentent à l'extérieur. Et moi, il y a une dimension extrêmement cathartique quand je fais mes œuvres, à justement coucher sur papier mes angoisses, mes questionnements. Et en ce sens, il y a eu un virage SF assez prononcé quand j'ai réalisé Shangri-La, où effectivement on est arrivé à un tel stade où l'anticipation et toutes les peurs associées au genre nous ont rattrapés, sont actuelles et on les retrouve dans notre quotidien. Dans Carbone et Silicium, avec tous les questionnements sur l'effondrement, parce que c'est pareil, on est rattrapé là pour le coup par l'actualité. L'effondrement, il a lieu aujourd'hui, alors pas encore en France, mais en l'occurrence par exemple à Madagascar, qui souffre directement des dérèglements climatiques et qui crée de la famine, des vagues migratoires qui arrivent aux portes de l'Europe. Donc voilà, finalement, voilà, les thèmes, il n'y a pas 36 000 thèmes, j'ai l'impression, en science-fiction, mais il y a toujours moyen de les actualiser avec les questionnements du quotidien. C'est peut-être une belle conclusion, parce que là, je crois qu'on arrive au terme. Je ne sais pas s'il y a peut-être quand même une question, une remarque, une réflexion. Bon, en tout cas, peut-être pour terminer, on peut garder aussi espoir quand on voit quand même la puissance et la créativité qu'il y a dans vos ouvrages. Donc voilà, je vous incite vraiment sincèrement à les parcourir si vous ne les connaissez pas, si vous les connaissez pas encore. Et puis merci à tous.